Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Puisque la réélection de Vladimir Poutine en Russie est désormais actée, j'avais envie de vous proposer de revenir sur le sujet, mais en passant par la Chine. Car si la Russie a résisté aux multiples sanctions occidentales qui la visent depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est aussi grâce à Pékin. C'est en Chine que la Russie a trouvé des débouchés pour ses hydrocarbures. C'est aussi en Chine que Poutine peut se rendre sans risquer d'être arrêté. Et Pékin est un allié diplomatique de premier plan. Et selon la chercheuse Alice Ekman, qui est responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, ces liens représentent bien plus qu'une alliance de circonstances. Dans un petit livre passionnant, paru il y a quelques mois, Chine-Russie, le grand rapprochement, Alice Ekman explore cette relation solide qui préfigure selon elle la volonté d'instaurer un nouvel ordre mondial post-occidental où les démocraties n'auront qu'une place marginale. Nous l'avons invitée dans Sur le fil pour en parler. Sur le fil. Ces feux d'artifice, ils datent très exactement du 20 février 2022. C'était lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Poutine a attendu la fin des JO pour lancer son offensive en Ukraine, 4 jours plus tard. Vladimir Poutine et Xi Jinping se connaissent bien. Les deux hommes se sont rencontrés plus de 40 fois. Ils ont presque le même âge, 71 ans pour le premier, 70 pour le second. C'est d'ailleurs à Poutine que Xi a réservé sa première visite d'État pour inaugurer son troisième mandat en mars 2023. Il a été reçu en grande pompe. La Chine a aussi été l'un des premiers pays à féliciter Vladimir Poutine pour sa réélection. Écoutez le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Lin Qian. La Chine exprime ses félicitations. La Chine et la Russie sont l'un pour l'autre les plus grands voisins et des partenaires de coopération stratégique globale. Nous sommes convaincus que sous la direction stratégique du président Xi Jinping et du président Poutine, les relations entre la Chine et la Russie continueront à progresser. La Chine est vraiment un soutien majeur de la Russie. Et si la Russie aujourd'hui résiste assez bien économiquement, mais même aussi sur long terme, malgré ses échecs, il y a quand même une certaine endurance qu'on peut observer depuis le début de l'invasion, c'est en partie grâce à la Chine. Dans son livre, Alice Ekman explique comment et pourquoi cette alliance s'est forgée depuis près d'une décennie. Commençons par la question militaire. Selon Alice Ekman, le soutien de la Chine est bien plus important qu'il n'y paraît, même si jusqu'à maintenant, elle n'a pas fourni d'armes à la Russie. La Chine n'a pas l'habitude de soutenir par des dons ou exportations d'armement un conflit directement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne contribue pas à l'effort de guerre russe par le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays. Ce renforcement des échanges commerciaux permet, entre autres, avec le maintien d'autres relations économiques bilatérales, à la Russie de résister assez bien aux sanctions. Les échanges commerciaux ont augmenté de plus de 30% en 2022 par rapport à 2021, de plus de 25% en 2023 par rapport à 2022, donc c'est significatif. Et aussi, la Chine contribue indirectement à l'effort de guerre russe en lui fournissant des composants électroniques qui ne sont pas des composants électroniques à usage militaire direct, mais qui sont à usage dual et qui permet aussi à la Russie de contourner les sanctions technologiques auxquelles elle fait face. Même si économiquement, la Russie, 11e puissance économique mondiale, est un nain face à la Chine qui est 2e, chacun y trouve son compte. La Russie exporte des hydrocarbures vers la Chine qui en a besoin et elle importe des voitures électriques chinoises. La puissance spatiale russe intéresse aussi Pékin et pour leurs échanges, ils utilisent souvent leur monnaie, des roubles et des yuans. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, reste une puissance diplomatique, membre des BRICS, etc. Ça reste une puissance militaire, malgré toutes les limites que l'on voit en Ukraine. C'est une puissance nucléaire, donc c'est aussi intéressant pour la Chine. C'est une puissance militaire qui a une expérience de théâtre d'opération. L'armée populaire de libération n'a pas ces expériences-là, donc c'est pour ça aussi que les exercices militaires conjoints sont d'intérêt pour la Chine. Donc il y a aussi une certaine complémentarité. Les deux pays ont d'ailleurs signé un accord de partenariat stratégique, je cite, sans limite, en février 2022, à peine quelques jours avant le début de la guerre en Ukraine.
Moscou soutient aussi la position de Pékin sur Taïwan, qu'elle considère comme un territoire rebelle. Et les manœuvres militaires conjointes entre Chine et Russie, parfois aussi même avec l'Iran, sont fréquentes, y compris dans la zone Indo-Pacifique, où la Chine redoute que les États-Unis ne cherchent à répliquer le modèle de l'OTAN. Il faut bien comprendre que le rapprochement sino-russe, ces dernières années, s'opère dans un contexte de tensions renforcées entre Pékin et Washington. De part et d'autre, on s'accuse d'intentions expansionnistes. Et voici ce que la Chine avait à dire sur le renforcement des liens entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni dans le cadre du partenariat de sécurité appelé AUKUS. Écoutez la réaction d'un autre porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbing, c'était le 11 mars. La Chine et de nombreux pays de la région ont exprimé leur vive inquiétude et leur opposition sur ce partenariat. Toute tentative d'étendre la coopération militaire entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie est un pas dans une direction plus dangereuse et ne fera qu'accroître les craintes dans la région et la communauté internationale. Nous demandons instamment aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à l'Australie de renoncer à cette mentalité de guerre froide, de respecter leurs obligations internationales et de cesser de créer des problèmes encore plus graves pour la paix et la stabilité régionale. Revenons à la Russie. Le partenariat sino-russe dépasse largement le cadre militaire et s'accompagne, selon Alice Ekman, d'une coordination diplomatique. Pékin et Moscou affichent une véritable convergence idéologique. J'ai cherché longuement des points de tension éventuels. On ne voit pas. Je ne vois pas d'opposition, d'incompatibilité entre les positions chinoises, que ce soit sur l'Ukraine, sur la Syrie, sur Taïwan, sur Gaza, sur certaines tensions en Afrique subsaharienne. Ils ont des positions alignées ou à minima compatibles. Et dans ce contexte-là, ils accélèrent réellement leur coordination, avec une volonté de former une coalition anti-occidentale. On commence à avoir des éléments de coordination en termes de messages informationnels et désinformationnels sur Internet. Alors, la Chine et la Russie se partagent qu'on pourrait appeler une situation de quasi-paranoïa. Ils ont peur de ce qu'ils considèrent être des révolutions de couleurs fomentées par l'Occident en sous-main. La Chine a beaucoup analysé les tensions dans les pays du Maghreb, les tensions antérieures en Ukraine et ailleurs, et considère que les troubles sont la faute des États-Unis, de leurs alliés. Et ce partenariat renforcé est basé à la fois sur la volonté de faire en commun face à l'Occident, mais aussi sur une perception commune de la menace intérieure, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'Occident, les États-Unis, et en premier lieu la CIA, souvent sous une perspective qu'on pourrait qualifier de complotiste, et derrière toutes les mobilisations dans la rue, toutes les manifestations, et que lutter contre l'Occident, c'est maintenir la stabilité politique interne. Et peu importe que l'Union européenne soit le premier partenaire commercial de la Chine, très loin devant la Russie, selon Alice Ekman. Malgré l'importance du marché européen pour l'économie chinoise, la diplomatie chinoise ne considère plus l'Europe comme un partenaire prioritaire. Lorsqu'on regarde le document qui présente l'initiative globale de sécurité que la Chine a lancée il y a 2 ans, le Sud global, ce pays en développement et l'émergence, sont les partenaires prioritaires. La Russie est aussi un partenaire, mais l'Europe n'est mentionnée nulle part, ni les États-Unis, bien sûr. Alors j'ai posé une dernière question à Alice Ekman. Je lui ai demandé ce que c'était que ce nouvel ordre mondial post-occidental que la Chine et la Russie appellent de leur vœu. Alors, c'est un monde où, on peut le dire directement, des pays à parti unique ou autoritaires seraient assez tranquilles, en fait. C'est un monde aussi où les normes et les standards ne seraient plus majoritairement occidentaux, où la définition des mots de droits de l'homme, état de droit, etc. serait justement redéfinie pour être vidée de leur sens. En tout cas, ça c'est l'action qu'essaye de mener la Chine pour indiquer que le premier des droits de l'homme, c'est la prospérité, et donc les libertés individuelles sont moins importantes dans la hiérarchie des droits de l'homme vis-à-vis des pays en développement. Cette promotion est soutenue par une volonté politique, encore une fois, très forte, mais aussi des actions en termes de coopération technologique, de formation des fonctionnaires étrangers, d'échanges entre partis politiques, qui ne doit pas être sous-estimée parce qu'elle commence à porter dans une partie du monde. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiefer. Si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas d'abord de vous abonner et ensuite de nous mettre 5 étoiles dans votre app de podcast préférée. Cela nous encourage. À très bientôt.